Cet épisode 7 était le dernier réalisé par Miguel Sapochnik, rendu célèbre pour les batailles de Game of Thrones, et qui nous livre ici un chassé-croisé de haine et de passion, sans oublier sa marque de fabrique, une interminable scène de nuit à la visibilité douteuse. Bon, du calme, l'épisode était très bon, mais je me demande si je n'ai pas préféré son écriture à sa réalisation. En France, House of the Dragon est diffusé en exclusivité sur OCS, et pour vous abonner à cette plateforme riche de contenu, je vous invite à passer par le lien disponible en description de la vidéo. Je vous rappelle que ces vidéos traitent directement des détails de l'épisode qu'il faut donc avoir vu avant de la regarder, sachant que les spoilers concernant la suite à partir des livres sont restreints à la seconde partie de la vidéo. Je ne l'avais pas relevé pour l'épisode 6, mais depuis ce dernier, l'animation du générique d'introduction a changé, elle s'est enrichie de la présence des enfants de Daemon et de Rhaenyra notamment. Les funérailles de Laena soulignent on ne peut plus clairement que l'élément des Velaryons est la mer. Leur oriflamme flotte au vent avec son kelpie argent sur un fond vert bleu océan. Pour information, le kelpie est une créature mythique, un cheval des mers, parfois confondu avec l'hippocampe. La puissance de cette famille et l'attachement du roi Viserys pour son frère Daemon, malgré le lourd passif qui les sépare, expliquent sans doute la présence à la marque de toute la famille royale. On constate rapidement que les manœuvres de Larys Fort et de la reine ont porté leurs fruits puisque Otto Hightower est à nouveau main du roi. Vaemon Velaryon mène lui-même la cérémonie et son discours sur le sang Velaryon arrache un rire totalement déplacé, bien sûr, à Daemon du fait de l'apparence des fils de Rhaenyra qui ne ressemblent en rien à leur père officiel Laenor. La scène est très longue et elle vient explorer la situation actuelle des relations par un jeu de regards, petites phrases et rapprochements qui fonctionnent très bien, ce qui est loin d'être chose facile pourtant. Excellent montage donc et excellents acteurs bien sûr, sachant qu'il s'agissait là d'une des toutes premières scènes tournées pour cette première saison. À ce sujet, petite information au passage, le tournage de la saison 2 débutera au printemps 2023, donc n'espérez pas la voir arriver l'année prochaine, sauf miracle. Helaena est à part et Aegon la considère comme une imbécile, ce qui en dit long sur ses propres facultés intellectuelles plutôt limitées. Cette fois, elle joue avec une araignée et on peut l'entendre évoquer une allégorie de tissage, ce qui est à propos avec une créature connue pour sa toile, bien sûr. Elle parle de bobines vertes, de bobines noires, sachant que le vert désigne le camp de sa mère, Alicente, et le noir celui de Rhaenyra, car les Targaryens portent bien sûr souvent le noir et le rouge. En résumé, même si vous l'aurez compris avec cette allégorie du tissage, c'est tout le destin qui se joue, et ces deux couleurs, le vert et le noir, ne vont pas bien se marier. On constate qu'Aemon est déjà nettement plus sérieux que son grand frère Aegon, qui ne pense qu'à l'alcool et au sexe en résumé, et on apprend qu'Aegon est déjà promis à sa sœur Helaena, toujours dans cette singulière et ancestrale tradition de l'inceste chez les Targaryens. Je vous ai déjà parlé de l'ambition de Corlys et de son obsession pour l'héritage de sa maison Velaryon et de son nom. Cet épisode va plus loin encore, à commencer par ce qu'il vient dire à Lucerys, qui est promis à devenir le maître de la marque, le sire des marais. Mais Lucerys, le gamin, ne veut rien de tout ça, il veut juste que les gens arrêtent de mourir autour de lui, et certains comparent déjà sa réticence à celle devenue célèbre de Jon Snow, qui n'avait que faire du pouvoir. Il faut rappeler que Lucerys et Jaehaerys sont encore marqués par la mort d'Arwyn Fort, qui était une figure paternelle pour eux, en plus d'être leur père naturel. Si Corlys semble en vouloir à son fils Laenor, c'est d'une part car il accepte mal son homosexualité, mais surtout parce qu'il n'est pas dupe quant à la véritable paternité de ses petits-enfants. On a un moment fugace entre Aemond et Jaehaerys qui vient appuyer à nouveau sur la responsabilité des parents dans l'impossibilité pour leurs enfants de nouer des liens, un moment dont la perte sera d'autant plus triste au regard des événements à venir de la nuit, qui laissera des blessures irréparables. On remarque dans cet épisode d'intimité que le cadrage est presque toujours en mode gros plan sur les visages, dont on ne s'éloignera que pour quelques scènes qu'on peut compter quasiment sur les doigts d'une main, sans vouloir offenser Sa Majesté le Roi, bien sûr. Le roi tente de se rabibocher avec son frère Daemon, en vain, et il ira se coucher en appelant Alicente du nom de sa première épouse, Aemma, dont on le voyait embrasser la bague en pleurant dans le précédent épisode. Le capitaine de la garde royale a beau tenter de rattraper le coup en évoquant habilement le prénom d'Alicente, mais Viserys n'y fait pas attention ou fait semblant de rien. Pendant ce temps, Daemon dit les termes, en comparant la soif de pouvoir d'Otto Hightower à celle d'une sangsue qui se gaffe de sang sans pouvoir s'arrêter, une image d'autant plus forte que le corps du roi représente le royaume en quelque sorte et que les saignées n'ont fait qu'affaiblir Viserys au fil des années.
Avant d'oublier, on a un plan avec plusieurs dragons autour du château de la Marque. Il s'agit a priori de Meleys qui est posé sur la gauche, le dragon de Rhaenys bien sûr, de Syrax en vol, le dragon de Rhaenyra, de Vermax, le dragon de Jaehaerys au sol, de Fumée des Mers, le dragon de Laenor et peut-être de Caraxès, le dragon de Daemon, mais pas trop sûr pour lui. Je suppose que ceux qui sont déjà chagrinés par l'approche psychologique, relationnelle, politique de la série continueront de se lamenter de ne pas encore voir de combat à dos de dragon. À titre personnel, j'ai encore une fois passé un excellent moment avec cet épisode 7 à l'écriture subtile et aux interprètes merveilleux. De mon point de vue, la proposition est très complémentaire par rapport à celle que va faire la série Les Anneaux de Pouvoir, ce n'est pas la première fois que je le souligne, deux approches très différentes de ce genre vaste qu'est la fantasy et que j'apprécie beaucoup en chacune pour des raisons différentes. Je reviens à Corlys dont l'obsession pour sa postérité est limpide aux yeux de son épouse Rhaenys, dont la couronne qu'elle n'a jamais portée n'est qu'un prétexte aux actions de son mari. On assiste à la consommation d'une forme de rupture entre les époux qui paraissaient auparavant si unis. La perte de leur fille, puis la perte supposée de leur fils en fin d'épisode, semble venir enfoncer un coin dans l'édifice de leur relation qui ployait sans doute déjà sous le poids de l'ambition de Corlys. Avec la scène de Rhaenyra et Daemon sur la plage, Miguel Sapochnik renoue avec ses vieux démons et la célèbre obscurité de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, La Longue Nuit, qui portait bien son nom. Alors forcément, certains vont venir faire les malins avec les réglages de leur super écran et l'incompétence supposée des autres spectateurs à apprécier le génie des scènes où on ne voit rien, mais bon, on va essayer de rester sérieux 5 minutes. Parce que oui, autant j'adore de manière générale le traitement de la lumière naturelle dans cette série, House of the Dragon, autant j'ai été agacé par la longueur de ces scènes dont l'obscurité épaisse venait presque gâcher le plaisir de les suivre ou de tenter de le faire, du moins. Heureusement, on peut se raccrocher à la qualité des dialogues et aux voix qui les portent. Rhaenyra est totalement franche avec son oncle sur cette plage, son oncle qu'elle retrouve après des années de séparation et qu'elle retrouve comme un sauveur trop longtemps parti. Et on va trouver chez elle l'expression de ce qu'elle ressentit comme des abandons successifs sans doute, que ce soit la mort de sa mère, la perte de l'amitié d'Alicente et peut-être même de l'oreille de son père, puis le départ de son oncle, un peu trop adoré. Daemon pense que Otto et Alicent Hightower sont derrière l'incendie de Harrenhal, ce qui vient poser à nouveau les pièces d'une rivalité qui deviendra évidente au cours de l'épisode. Daemon estime avoir épargné Rhaenyra en ne prenant pas sa virginité, mais elle a de la suite dans les idées, la bougresse, et c'est elle qui fait le premier pas pour saisir Daemon qui vient à peine d'enterrer son épouse, enfin de la mettre à la mer, enfin vous voyez l'idée. Pendant ce temps, Aemond a la brillante idée d'aller apprivoiser Vhagar, une mission suicide qui se transforme en éclatant succès. Autant la scène d'approche est presque illisible, autant le vol en lui-même est clairement le plus impressionnant proposé par la série, même depuis les débuts des dragons dans Game of Thrones, je crois. Aemond va frôler la mort à plusieurs reprises et on peut supposer qu'il prendra sans doute l'habitude à l'avenir de mieux se harnacher. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il remet pied à terre, on peut dire qu'il plane toujours. Et son incroyable audace ainsi que ce succès révèlent en l'adolescent introverti un salopard en puissance, et de manière plutôt surprenante, la meilleure scène de baston de la série jusqu'à présent se déroule entre un ado et 4 gamins, et j'exagère à peine. L'accusation de bâtardise et les menaces d'écrabouillement de tronche à coups de pierre finissent par avoir raison de la patience du jeune Lucerys qui va sortir sa dague. Durant la scène des comptes à rendre, on remarque qu'Aemond a l'intelligence de ne pas incriminer sa mère directement, même si le roi a bien compris, c'est plutôt sur Aegon, le grand frère, qu'Aemond va faire porter le blâme de l'accusation de bâtardise. Toute la tragédie du règne de Viserys est ensuite résumée dans sa tentative d'asseoir son autorité, forcé de crier pour se faire entendre, de rappeler son titre. Voilà déjà un aveu de faiblesse bien sûr, que sa piètre santé n'aide pas. Le conciliateur se retrouve dans la situation qu'il exècre par-dessus tout, celle de choisir entre les gens qu'il aime, ce qu'il ne fait pas vraiment comme d'habitude, mais bon là en l'occurrence, difficile de lui en vouloir au vu des circonstances on ne peut plus délicates. Et lorsque Alicent va demander l'œil de Lucerys carrément, et va saisir la fameuse dague à la ceinture du roi, elle va enfin, dans un accès de rage, exprimer le fond de sa haine pour Rhaenyra. Ce qu'elle lui reproche par-dessus tout, c'est de vivre plus librement que ce que la reine n'a jamais pu se permettre. Rhaenyra a pris Criston Cole, dont Alicent était sans doute un peu amoureuse, puis un amant, ce qui est inconcevable pour une Alicent drapée dans sa dignité, de femme qui sacrifie tout à son devoir. Entre le face-à-face ultra tendu et l'interception de Criston Cole par Daemon, qui observait le chaos avec un certain entrain auparavant, on aboutit à la formation visuelle de deux camps terriblement nets,
entre les verts et les noirs. Aemon en rajoute avec une phrase bien plus mature que son âge ne devrait le permettre, « Gagner Vhagar valait bien de perdre un œil ». Dans le prolongement direct, les mots d'Otto à sa fille ne vont faire que nourrir encore la noirceur rampante qui anime la reine et alimenter le feu d'une ambition qui n'attend que la mort du roi pour exploser en petits feux d'artifice. Encore une fois, entre Laenor et Rhaenyra, la relation évite avec élégance le piège de l'acrimonie entre des époux qui se respectent à défaut de se désirer. L'idée de faire de la phrase « j'aurais dû être là », la devise de leur maison, est un signe de sens de l'humour dont Rhaenyra aura grand besoin sans doute, et elle commencera par se jouer de nous en fin d'épisode avec ce retournement fabuleux, mais je vais y revenir. L'alliance de Rhaenyra et Daemon est dangereuse, explosive peut-être, d'après l'interprète de la princesse, leur ressemblance fait que leur union n'est sans doute pas la meilleure des idées. Et Rhaenyra a sans doute trop joué au dragonaute, référence de vieux, et se lance sur une comparaison entre la puissance de l'eau et du feu. On a deux duos d'enfer en parallèle, la reine et Larys, qui se présentent comme son âme damnée capable d'aller lui récupérer un œil, si besoin, et de l'autre Rhaenyra et Daemon qui se préparent à s'opposer au camp des Verts. Toute la séquence de la préparation supposée du meurtre de Laenor était franchement magistrale. Je me disais, ah, voilà que la série met le paquet sur le côté sombre de Rhaenyra, et d'une certaine manière, c'est vrai, puisqu'on a quand même un pauvre serviteur innocent qui a servi d'outil aux machinations des puissants. Ça, c'est pas bien. Si vous me passez l'expression, R et D ont fait de la recherche appliquée en utilisant le feu et la mer, et ils sont arrivés à leur fin, offrant à Laenor la vie dont ils rêvaient, tout en ouvrant la voie à leur mariage express, un mariage selon les coutumes valériennes, s'il vous plaît, et bon, des coutumes très sanglantes, hein, bien sûr, ça doit piquer un petit peu les bisous avec la lèvre fendue comme ça, mais on avait comme témoin ces 4 pauvres enfants qui ont retrouvé des parents en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est parfait. Et on peut se remémorer au passage d'une précédente phrase de Laenor Velaryon qui voulait qu'un marin sage évite la tempête avant qu'elle ne se déclenche, qu'elle n'éclate. Et au vu de ce qui attend Westeros, on peut dire qu'il a su appliquer son propre conseil en partant au bon moment. Tout ça pour aller vivre la vie que Criston Cole avait autrefois proposée à Rhaenyra, partir de l'autre côté du détroit en laissant derrière eux leur nom et leur titre. À n'en pas douter, le plus romantique du couple Rhaenyra-Laenor, c'était bien Laenor. Évidemment, on peut s'interroger quant à la cruauté de laisser ses parents croire à sa mort, notamment sa mère, Rhaenys, qui est terriblement affectée, de toute évidence. Quoi qu'il en soit, toutes les pièces sont en place pour une méchante déflagration, et il nous reste 3 épisodes pour ça, plutôt large pour lancer les hostilités. La notion de tyrannie et de régner par l'amour et la crainte est importante bien sûr, mais avant de passer au spoiler livre, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et sachez que si ce t-shirt vous plaît, vous le trouverez en lien en description de la vidéo. En termes de comparaison au livre, le fait le plus marquant de l'épisode, c'est bien sûr la survie de Laenor Velaryon. Voilà un choix intéressant, d'autant plus avec ce magnifique retournement de situation qui survient en toute fin d'épisode, et c'est toujours appréciable. La série prendra-t-elle le risque de faire revenir Laenor par la suite? Je ne pense pas, mais cela reste néanmoins du domaine du possible. On peut aussi rappeler bien sûr que les livres ne sont que des chroniques historiques, pseudo-historiques, qui s'appuient sur des témoignages et suppositions, ce qui laisse toujours la porte ouverte à ce genre de modifications pour la série. Avec la distance qui s'est installée entre Corlys et Rhaenys, on pourra peut-être y trouver l'origine des infidélités du serpent de mer, qui porte bien son nom, même si en termes de chronologie, ces bâtards doivent a priori déjà être nés. Avec l'intervention physique de Daemon pour couper la route à Criston Cole, je me demande si la série ne prépare pas une version différente de leur histoire avec un futur combat à la clé entre les deux, ce qui, dans mes souvenirs, n'est pas du tout le cas dans les livres. On peut remarquer que le détail qui veut que Aemond dénonce son frère aîné, Aegon, comme celui qui est à l'origine de la rumeur de bâtardise, eh bien on la retrouve identique dans les livres. Sachant la façon dont Aemon prendra plus tard et avec plaisir le rôle de régent lorsque Aegon sera blessé, on peut se dire qu'il y a peu d'amour entre eux et qu'Aemon regrette peut-être de ne pas être l'aîné, comme on peut déjà le ressentir un peu quand les deux évoquent dans cet épisode leur sœur et le mariage à venir. Le choix de la série de proposer une Vhagar dans des tonalités de vert vise sans doute à souligner son importance dans la guerre à venir et la puissance qu'elle apporte au camp des Verts, justement. Avec les nouvelles références de Rhaenyra au feu et à l'idée même qu'il serait une prison, on retrouve une forme d'indice quant au destin final de la princesse. Lorsque Harold Westrelin annonce à Criston Cole que la garde est à lui, on peut aussi y voir un petit foreshadowing du changement de garde, si j'ose dire, qui surviendra à la mort de Westrelin. L'épisode 8 marquera à nouveau un saut dans le temps, histoire de remplacer les enfants et les adolescents par de jeunes adultes, et je me demande si on verra le saphir dans l'orbite d'Aemond, mais j'ai comme un doute, je pense pas.
Enfin, sur cette histoire de gouverner avec de l'amour, mais aussi en inspirant la crainte, un conseil que Daemon va donner à Rhaenyra, eh bien on peut dire que si on suit les livres, elle va appliquer cela un peu trop à la lettre en ne se souciant guère d'être aimée par la population de Port-Réal, ce qui va lui jouer plus d'un tour. Je vous donne rendez-vous dès demain soir, mardi, 20h30, en live sur Twitch, pour notre partie de jeu de rôle en Terre du Milieu. Je suis maître du jeu et mes joueuses et joueurs sont formidables. Et puis je vous dis aussi à très vite, sans doute mercredi ou jeudi, pour la prochaine vidéo. En résumé, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!